tout de suite sur B1 TV. Si vous nous rejoignez, Madame, Messieurs, pour cette grande édition, bienvenue. Et tout de suite, les sommaires. Le Sankourou n'a pas simplement voté, il a parlé dans les urnes. C'est un nom déjà connu qui a refait surface. Jules Lodi, une victoire qui dépasse le simple cadre provincial. Derrière ce scrutin, c'est toute la mécanique de l'union sacrée qui se retrouve auscultée entre cohésion affichée et fissures bien réelles. Un malaise se dessine-t-il au sein de cette famille politique? Élément de réponse dans cette édition du journal. À Kinshasa, pendant que la politique s'interroge, d'autres leçons s'écrivent en silence, apprendre sans voir, mais voir plus loin que les autres. Une élève non-voyante défiait chaque jour les limites imposées, transformant son handicap en force vive. Dans cette grande édition, portrait en immersion à l'Institut national pour aveugles de Mongafula. Et puis, dans l'arène sportive, un nouveau chapitre s'ouvre à la tête de la FECOFA. Lili Chimpumpu hérite d'un intérim aussi bref que décisif. 35 jours pour tenir la barre et préparer l'avenir de cette instance en organisant des élections libres et transparentes. Nous ouvrons ce journal par New York. Pendant que Kinshasa retient son souffle politique, Judith Soumina joue une autre partition, celle de l'influence et du plaidoyer. Devant les décideurs du monde, la première ministre ne s'est pas contentée de discours. Elle a posé une vision, celle d'un Congo qui transforme ses richesses hydriques en moteur de croissance, en emploi, en accès aux services essentiels. Son message est clair, les partenariats doivent cesser d'être symboliques pour devenir plutôt stratégiques. République démocratique du Congo, pays au cœur des réserves hydriques du continent africain. La question de l'eau demeure paradoxale. Abondante par nature, elle reste encore inégalement accessible pour des millions de citoyens, freinant ainsi les développements économiques et sociaux. Entre défis d'infrastructure, croissance démographique et besoins croissants en énergie, l'eau apparaît comme un levier stratégique à activer. Une position que s'est donnée le gouvernement congolais à la conférence Water Forward, Driving Jobs and Opportunity, tenue à Washington, en marge de réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. La première ministre Judith Soumina, qui a porté la voix de la RDC, parle d'un pays résolument tourné vers la valorisation de son potentiel hydrique. Notre responsabilité est claire, transformer ce potentiel en progrès tangible. À travers le pacte présidentiel pour l'eau, nous visons 60% d'accès à l'eau potable d'ici 2035, avec un programme structurant de 20 milliards de dollars. Mais cela représente des millions d'emplois, des villes plus productives et des économies locales transformées. Notre vision est claire, faire de la République démocratique du Congo un acteur central de la transformation hydrique et énergétique mondiale. Lors de cette rencontre internationale, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a insisté sur l'urgence d'une gouvernance mondiale plus équitable de l'eau, rappelant que la sécurité hydrique constitue désormais un enjeu central pour la paix, la santé et la prospérité des nations. Tout d'abord parce que l'eau, c'est la vie. Et il n'y a pas de stratégie de développement durable qui puisse atteindre ces objectifs si l'eau n'est pas un élément central de cette stratégie. Il est impossible de mettre en place des politiques pour le bien-être de communautés si on ne place pas la question hydrique au cœur de ces politiques. Au-delà des engagements et des annonces, cette conférence aura surtout mis en lumière une évidence. Longtemps perçue comme une ressource naturelle acquise, s'impose désormais comme un enjeu stratégique global. Les échanges de Washington rappellent aussi que la gestion de l'eau conditionnera pour une large part les équilibres économiques et sociaux de demain, un défi que la RDC entend relever en se positionnant comme un acteur clé de cette transformation.
La guerre change de visage et les forces armées de la République démocratique du Congo l'ont bien compris. Désormais, le combat se joue aussi dans le ciel et sur les écrans avec le lancement des formations en pilotage de drones et en gestion des réseaux sociaux. L'armée congolaise amorce une mutation silencieuse mais décisive portée par l'INPP. Avec l'appui d'Enabel, cette initiative marque une montée en puissance, mieux voir, mieux informer et aussi mieux agir. À l'heure où la guerre se joue aussi sur le terrain technologique et informationnel, le renforcement de compétences des militaires s'impose comme une priorité stratégique pour les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est dans cette dynamique de modernisation que le lancement des formations en pilotage de drones et animation des réseaux sociaux s'impose. Le directeur général adjoint de l'INPP a salué la confiance des FARDC, mettant en avant l'expertise de son institution. C'est une fierté pour l'INPP que nos forces armées nous font de nouveau confiance pour former les militaires en pilotage de drones et de l'animation des réseaux sociaux. Et l'INPP, qui est un instrument de l'État, en matière de formation professionnelle, nous allons déployer tous nos formateurs qui sont experts dans les domaines pour donner de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences à nos forces armées. Pour le représentant d'Enabel, partenaire à cette formation, ces enseignements visent à renforcer les capacités opérationnelles et communicationnelles des FARDC en les dotant d'outils modernes pour une meilleure maîtrise du terrain et une communication plus efficace. L'objectif de ces formations, c'est de permettre aux forces armées et à l'organe officiel de communication et d'information qui est le CIFA, de pouvoir avoir une communication plus éclairée, plus ouverte à l'ensemble de la population, qu'elle soit civile ou militaire ou institutionnelle. Le seul message, c'est de faire acquérir ou de nouvelles compétences pour les jeunes recrues ou approfondir des compétences que les plus anciens ont déjà acquises pour permettre une exécution de mission beaucoup plus globale, beaucoup plus fluide à l'adresse de la population congolaise. Au-delà de l'acquisition de nouvelles compétences, ces formations traduisent une volonté affirmée de modernisation et de professionnalisation des forces armées de la République démocratique du Congo. Elles ouvrent ainsi la voie à une armée plus outillée, capable de répondre aux défis sécuritaires actuels tout en s'inscrivant dans une logique d'innovation et d'adaptation continue. Et pendant ce temps, les mots peinent à contenir la gravité des faits. Malgré les tables rondes, les promesses diplomatiques, la situation continue de s'enliser. Au Conseil de sécurité de l'ONU, les divisions internationales éclatent au grand jour. Kinshasa et Kigali restent campés sur leur position et les accords signés semblent déjà trop fragiles pour peser. L'ombre d'un enlisement prolongé plane désormais sur toute la région des Grands Lacs. Une crise qui s'installe et qui inquiète plus d'un. Malgré une activité diplomatique intense, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC continue à se détériorer. Quoi de plus normal que la question cristallise le Conseil de sécurité des Nations Unies. Lors d'une réunion de cet organe de l'ONU, les espoirs suscités par les initiatives internationales se sont heurtés à une réalité sur le terrain de plus en plus préoccupante. L'envoyé spécial Yuan Xia a exprimé une inquiétude croissante face à des prouesses diplomatiques qui peinent à produire des effets concrets, pointant notamment le silence troublant des accords conclus à Washington et à Doha. Malgré ces efforts, les violences ont pris une dimension nouvelle, marquée par l'utilisation croissante de technologies militaires avancées. Au cœur de ces tensions, les divergences entre la RDC et le Rwanda continuent d'alimenter une crise déjà explosive. Kinshasa, signe persiste, exige le retrait immédiat de troupes rwandaises accusées de soutenir de groupes armés opérant sur son territoire. Est-il encore besoin de rappeler que lors d'une interview à Jeune Afrique, au début de ce mois d'avril, et lors d'un dialogue national en février 2026, les autorités rwandaises ont assumé la présence de troupes rwandaises dans l'est de la RDC, qualifiant ces actions de mesures défensives indispensables. Ils ont nié le pillage des ressources naturelles de la RDC
et refuser de céder aux menaces, à ce qu'ils appellent les menaces de sanctions internationales. Kigali justifie sa posture sécuritaire par la menace persistante des forces démocratiques de libération du Rwanda. Elle découle de la présence continue de la tolérance du FDLR en RDC. Avant et après la signature de l'accord 4, ceci constitue une menace directe pour le Rwanda et pour la stabilité régionale. Dans ce climat de méfiance généralisée, Wang Xia a plaidé pour un sursaut du Conseil de sécurité des Nations Unies, appelant à un soutien ferme afin de contraindre les parties au conflit à des avancées concrètes. L'appui de ce Conseil est indispensable pour exiger des parties des avancées concrètes. La priorité immédiate est l'instauration d'un cessez-le-feu effectif, vérifiable et pleinement respecté. Sa crédibilité dépend de l'opérationnalisation complète du mécanisme de surveillance et du MCVE+. Entre promesses non tenues, accords incomplets et violences qui se modernisent dangereusement, la partie est de la RDC demeure pris dans un cycle infernal où la paix semble sans cesse repoussée. Le représentant du roi. Je le disais à l'ouverture de cette édition, c'est un retour qui n'a rien d'anodin. Jules Lodi reprend les rênes du Sankourou comme un homme qui revient là où l'histoire l'attendait encore. Mais derrière cette victoire, une vérité dérange, sa propre famille politique ne l'a pas portée. Est-ce que cette élection agit ainsi comme un révélateur brutal des tensions internes? Élément de réponse dans cette analyse signée par la rédaction. Il est des retours qui sonnent comme des aveux politiques. Au Sankourou, le verdict des urnes n'a pas seulement consacré un homme. Il a exposé une fracture, une fissure nette, profonde, au cœur même de la majorité au pouvoir. Jules Lodi signe ainsi un comeback retentissant à la tête de la province qu'il connaît déjà pour l'avoir dirigée avant d'enchaîner un parcours fulgurant. Député provincial, député national, puis sénateur. Une ascension qui aurait pu s'arrêter là. Mais face à 9 adversaires, dont Joseph Loumou, pourtant soutenu par l'UDPS Tshisekedi, Lodi a repris la main. Derrière cette victoire, une réalité s'impose. L'Union sacrée de la nation n'avance plus en bloc. Cette élection en est le miroir le plus cru, car la candidature de Jules Lodi, actuel président de la commission PAJ du Sénat, n'avait pas reçu l'onction de sa propre famille politique, l'UDPS. Un paradoxe d'autant plus frappant qu'elle était portée par l'Union sacrée via son secrétaire permanent. Le malaise n'est pas resté feutré. Augustin Kabouya, dans l'une de ses prises de parole face aux militants du parti présidentiel, avait déjà pointé du doigt l'absence de consensus au sein du présidium de la plateforme. Un des aveux à peine voilé, dans une coalition où chaque ambition semble désormais jouer sa propre partition. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 10 candidats en lice, chacun adossé à un membre du présidium. Une dispersion des soutiens qui traduit une compétition interne exacerbée, bien loin de l'image d'unité affichée. Depuis sa restructuration, l'Union sacrée peine à incarner une cohésion réelle autour du chef de l'État. En coulisses, les rivalités s'enguisent, les lignes bougent et les tensions s'installent durablement. Modeste Bahati, lors de sa dernière conférence de presse, n'avait pas mâché ses mots, dénonçant une forme de léthargie au sein de la plateforme. À mesure que se profilent des échéances politiques majeures, les signaux d'alerte se multiplient. Pour nombre d'observateurs, l'heure n'est plus à l'affichage, mais à l'introspection. Car au-delà du cas Sankourou, c'est la capacité même de l'Union sacrée à rester une force cohérente qui est désormais mise à l'épreuve. Ils n'ont pas besoin de voir pour comprendre le monde. À l'Institut national pour aveugles de Kinshasa, chaque jour est une victoire sur les préjugés. Et parmi ses élèves, Etienne, 15 ans, avance avec une détermination qui force le respect. Son parcours raconte à lui seul une autre réalité du Congo, celle d'une jeunesse qui refuse de céder même lorsque le système montre ses limites. Ici, l'espoir ne se regarde pas, mais il se construit. C'est un dossier signé Patricia Panzou, Yannick Bakouchou et Mandela Ndongala. À Matadi Kibala, dans la périphérie de Kinshasa, une école pas comme les autres.
Dans la population scolaire, on compte aussi des élèves non-voyants. Ici, l'inclusion scolaire est le maître mot. Nous sommes à l'Institut national pour aveugles de Mongafula. Dans cette salle de classe, on entend un silence studieux. Chaque mot, chaque leçon se construit de façon particulière. Certains élèves apprennent avec leurs doigts grâce au braille, leur mémoire et surtout leur détermination à s'en sortir. Parmi ces élèves, Etiena, 15 ans, elle est aveugle. Je voudrais dire que le début était plutôt difficile. Je ne voulais pas vraiment accepter mon état, vu que c'est arrivé par accident. La réadaptation, c'est là où tous les aveugles apprennent l'écriture braille. C'est notre écriture. Alors, j'ai commencé à apprendre. En 7e, j'arrivais pas trop à m'adapter parce que c'était une nouvelle étape pour moi. On dit d'elle que c'est une élève brillante et appliquée et qui se distingue par une capacité d'apprentissage peu commune. Il n'a pas tous les termes, on va l'appeler une équation incomplète. Très bien, c'est l'équation. Déjà, du point de vue application, c'est une élève qui s'applique très bien par rapport même aux élèves qui sont voyants. Mais les problèmes, juste, vous voyez, avec les cours caractère mathématiques, on a besoin plus de voix pour mieux comprendre. Mais il n'y a pas un terme, il y a un terme plutôt qui manque. Au début, c'était pas très facile non plus. C'était encore plus difficile. Je me cogne, personne ne m'aide. Je me blesse, personne ne m'aide. Je tombe, personne ne vient me tenir la main. Donc je peux dire pas presque, mais j'avais pas d'amis, j'avais personne avec qui parler. Je me suis faite ma copine juste en 6e primaire. C'est Élysée. Une équation du second degré. Qu'est-ce qu'on va faire pour nous? Je suis fière. Alors, très fière de moi. Pour devenir comme ça, il a fallu aussi beaucoup de travail, beaucoup de prières et aussi le soutien de ma famille. Etiena, nous l'avions déjà rencontrée lors de la 2e édition de Level Up Makutano grâce à l'accompagnement du mouvement Inspiration, coordonné par Bijou Banyakou. Je ne vois pas les lumières de cette salle, mais j'ai appris à voir autrement. À la sortie des cours, Etiena retrouve son environnement familial à une 20aine de minutes de son école à moto. À la maison, sa mère nous raconte son histoire. À l'âge de 5 ans, un accident. Elle a connu un accident à l'âge de 5 ans. Elle était chez sa tante paternelle en visite. Elle était tombée sur une chaise déjà endommagée qui a crevé son œil. Voilà un peu les circonstances de son accident. Sa mère veille, discrète mais ferme, elle pense à l'avenir de son enfant. Chaque jour, elle accompagne, l'encourage et s'assure qu'elle poursuive ses études. De tous mes enfants, c'est Etiena qui se distingue. Elle est toujours première de la classe, elle est très autonome, elle accomplit seule les tâches ménagères comme préparer, passer la serpillière, elle s'habille toute seule aussi. Privée de la vue, mais elle est pleine d'ambition. Etiena avance. Son parcours raconte, au-delà de son histoire personnelle, celui d'une jeunesse qui refuse de renoncer. Je me vois dans la justice, déjà, je peux dire, dans la justice, parce que déjà, en étant jeune, j'aime pas l'inégalité, j'aime pas l'injustice. Je me vois en train de soutenir ces gens-là qui se retiennent, parce que bon, il y en a comme moi qui aujourd'hui n'étudient pas, et je me vois en train de les encourager. Je rends une fière chandelle à mes parents, parce que d'abord c'est eux mes premiers boosters, c'est eux qui m'ont dit que non. Tu peux avancer bien sûr, tu peux y aller, ne te retiens pas, ma famille. En République démocratique du Congo, l'accès à une éducation adaptée reste un défi. Ailleurs, l'enseignement spécialisé essaye de s'adapter à l'enfant. Malgré tout, pour Etiena, comme d'autres enfants, l'avenir se construit déjà, le regard tourné vers le futur.
Force à Etienne et à toutes ces personnes qui vivent avec handicap en République démocratique du Congo. L'école congolaise s'ouvre au monde. Désormais, l'anglais s'invite à l'oral de l'examen d'État. Une réforme qui traduit une ambition: préparer les élèves à un univers professionnel globalisé. Dans des établissements comme Samuel Lévy ou Bobokoli, les élèves s'approprient cette langue avec sérieux. Une clé de plus pour franchir les frontières. Séance de cours d'anglais pour ces finalistes de la 4e année des humanités. Ici, au complexe scolaire Samuel Lévy, l'apprentissage de la langue vaut tout son pesant d'or, puisque dans quelques semaines, ils devront passer l'épreuve de pratique orale d'anglais. Une innovation qui s'ajoute au français oral pour la session 2025-2026. On nous prépare avec des présentations, soit en groupe, en solo. On a des thèmes, chacun a son thème. Il passe, il présente devant toute la classe, devant des profs, pour qu'on puisse s'habituer au fait d'être devant les gens. Je pense que ça sera simple. Nous prions, nous espérons que ça va bien se passer. L'assiduité des élèves, la prise de conscience en sont pour beaucoup. Ces apprenants sont prêts à affronter cette épreuve, comme le dit ici ce professeur d'anglais. C'est depuis longtemps que nous préparons déjà nos élèves. Même si ça tombait aujourd'hui, je dirais que mes élèves sont prêts à affronter cette épreuve-là sans difficulté. À l'Institut Bobokoli dans la commune d'Ongaliema, le constat est le même. Les élèves se préparent pour affronter l'épreuve. Contrairement aux années précédentes, les exposés et les clubs d'anglais sont bien plus structurés et organisés. L'examen de l'anglais, l'école nous prépare très bien et les heures d'anglais sont vraiment strictes et les profs d'anglais, surtout sur les exposés. Avant, on n'avait pas des exposés et maintenant, là, on a des exposés. On a les clubs d'anglais à l'école. Tout élève de la 4e humanité est obligatoirement inscrit là-dedans. Bon, déjà pour moi, je me dis que ce n'est pas étonnant parce que, fin de compte, ça devrait toujours arriver. Donc nous allons nous préparer et puis essayer de bien faire ça. Déjà, avec notre prof d'anglais, nous passons maintenant des interrogations orales. Question de bien se préparer et à bien répondre lors des questions. Je trouve que jusque-là, tout va bien. À quelques semaines de l'épreuve, élèves et enseignants restent mobilisés autour d'un même objectif: réussir cette étape décisive, première au pays. L'introduction de l'anglais à l'oral apparaît ainsi comme un pas de plus vers une éducation adaptée aux exigences d'un monde de plus en plus ouvert et interconnecté. Et au cœur de la Gombe, la science est faite spectacle et vocation. Pendant 2 jours, le village des sciences s'est transformé en laboratoire géant, expérimenté, manipulé, créé. Loin des théories abstraites, des milliers d'élèves ont touché du doigt l'innovation, une immersion qui pourrait bien faire naître les ingénieurs et inventeurs de demain. Le village des sciences à l'Institut de la Gombe, un véritable laboratoire à ciel ouvert. Placé sous les signes, au cœur de gestes techniques, la 13e édition de la Semaine des sciences et des technologies cède les commandes à la jeunesse. En tout cas, c'était d'excellentes présentations et ils ont vraiment surpassé d'ailleurs mon attente. Venus des 4 coins de Kinshasa, ces élèves touchent, sentent, inventent. On peut lire l'appétit scientifique. L'innovation est à portée de main. Une occasion marquée par la compétition de métiers. C'est de promouvoir un petit peu cette culture de l'excellence dans la compétence et de promouvoir la culture du geste technique. C'est bien le thème de cette 13e édition, au cœur du geste technique. Et il n'y a pas plus technique que de développer des compétences. De l'extraction de minerais critiques pour nos smartphones jusqu'à la magie de l'optique avec le projet Water Illusion, chaque stand est un défi. On y apprend à bâtir un pont express ou à commander une machine par simple codage. Plus impressionnant encore, des écoliers qui parviennent à allumer une LED à la seule force de leurs bras. Un mélange d'ingéniosité et de savoir-faire qui prouve que la relève est prête. Cette édition nous a vraiment permis d'apprendre beaucoup sur les différents métiers qui règnent à Kinshasa, sur les différentes filières que nous pouvons faire aussi une fois après avoir obtenu notre bac. Surtout pour nous qui sommes finalistes, ça nous a permis de nous orienter en tout cas. Donc ça a été une chose très bénéfique pour la plupart d'entre nous. Portée par les gouvernements à travers le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, cette initiative veut briser les barrières.
L'objectif, c'est aussi social. Instaurer une véritable culture scientifique en milieu scolaire. Il y a certaines choses que j'ignorais. Les satellites qui captent les pluies d'eau à l'EMBA. Comment est-ce qu'on peut éplucher un manioc avec une machine et plein d'autres choses. Vu que je n'ai pas encore aussi choisi une filière et tout que je veux suivre à la fac, alors quand j'ai vu la technologie, ils m'ont vraiment introduit sur ça et j'ai vraiment aimé. Plus qu'un salon, cette édition 2026 est un incubateur des vocations. Ici, le geste technique devient une passion et la science, le moteur de la nouvelle citoyenneté congolaise. L'excellence a désormais un visage. Il est féminin. À 28 ans, Anjou Banzemou Kanya entre dans l'histoire comme la plus jeune docteure de Kinshasa. Ses recherches sur les managements et la relation client résonnent comme une réponse aux défis de modernisation des entreprises publiques. Une réussite individuelle qui devient tout un symbole collectif. Une femme, une thèse, un symbole fort. À l'université du CEPROMAT de Kinshasa, la chef des travaux Anjou Banzemou Kanya franchit une étape majeure en soutenant sa thèse de doctorat, marquant une avancée significative pour le leadership féminin en RDC. Devant un jury académique, la récipiendaire a défendu ses travaux de recherche axés sur les managements de la relation client dans les entreprises d'utilité publique. Une réflexion approfondie qui met en lumière la nécessité d'adapter les organisations aux attentes des usagers, notamment dans des secteurs stratégiques comme celui de l'électricité. À travers son étude, elle propose l'application d'un modèle innovant, visant à améliorer l'efficacité des services et la qualité de la relation entre les entreprises publiques et leurs clients. Nous avons voulu, par cet effet, améliorer le management des relations clients qui existe déjà, mais pouvoir apporter une intention stratégique, un management stratégique et un marketing opérationnel pour permettre à cette société de pouvoir évoluer et surtout de pouvoir faire entrer les gains, parce que qui dit management voit tout ce qu'il y a de pécunier. Une approche saluée par les membres du jury pour sa pertinence et son apport dans le contexte congolais. Conférons à la candidate présidée le grade de docteur en management stratégique opérationnel, orientation, management des entreprises. En foi de foi, nous lui remettons les présents diplômes et les insignes de l'université et déclarons qu'elle a la jouissance de tous les droits et avantages attachés aux grades académiques obtenus conformément à l'ordonnance loi dont référence ci-haut. Au-delà de la dimension scientifique, cette soutenance revêt une importance symbolique forte. Elle consacre le parcours d'une femme engagée dans la recherche et ouvre la voie à une plus grande implication des femmes dans les domaines académiques et managériaux. Marqué par le savoir véritable n'est complet que lorsqu'il est le sceau du mérite et la preuve éclatante d'une maîtrise Un accomplissement individuel qui devient un signal collectif, celui d'une jeunesse et surtout d'une femme déterminée à impacter son pays par le savoir. Elles cultivent la terre et leurs ambitions avec le programme Bomekano Yabassi. Angèle Fondation investit dans l'avenir de 5 agripreneurs, formation, financement, structuration pendant 6 mois. Ces femmes apprendront à transformer leurs projets en entreprises viables parce que l'autonomisation économique commence souvent par une graine. À la journée de restitution du programme Bomekano Yabassi, 15 projets agricoles portés par des femmes ayant bénéficié d'un appui financier de 2 500 à 5 000 $ américains, contribuant à la viabilité et à la stabilité de leurs activités, ont été présentés au cours de cette cérémonie organisée à Kinshasa par Angel Foundation, initiateur de ce projet dédié au renforcement de l'entrepreneuriat agricole féminin en RDC. Par ce programme, Angel Foundation tient à se positionner comme l'un des acteurs majeurs dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin au pays. Cette initiative appuie la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui prône l'autonomisation de la femme. En 2025, Angel Foundation a accompagné 32 femmes ici présentes dans le développement et la gestion de leur entreprise agricole.
Cette première cohorte du programme Bomekano Yabassi a renforcé notre conviction selon laquelle l'entrepreneuriat agricole constituait un levier puissant d'autonomisation pour les femmes. Les résultats que nous allons découvrir aujourd'hui démontrent une réalité essentielle. Lorsque nous donnons aux femmes les moyens d'entreprendre en leur fournissant des outils techniques et financiers adaptés, elles parviennent à transformer durablement leur communauté. Bomekano Yabassi, l'évier majeur du développement communautaire, constitue un appui de taille pour le tissu économique du pays, tenu à 41% par les femmes, qui pourtant peinent à accéder au financement, aux compétences entrepreneuriales et aux marchés structurés. Les femmes ont accès à moins de financement, ont accès à moins de patrimoine, moins de capital. Donc il était important pour nous de pouvoir, les former, 2, les financer et aussi les suivre sur le terrain pour leur permettre justement de pouvoir atteindre des résultats mesurables, à savoir développer leur structure, à savoir leur permettre d'avoir accès à des intrants, mais aussi à obtenir un chiffre d'affaires. Nous avons beaucoup de pertes en fait en termes de produits agricoles qui ne sont soit pas utilisés, soit qui pourrissent, soit qui ne sont pas transformés. L'issue de cette première cohorte est financée à hauteur de $90 000 américains par Angel Foundation avec l'accompagnement d'Expertise France, le projet pour elle et Ali. La cérémonie s'est clôturée par le lancement officiel de la deuxième cohorte destinée à financer 5 agripreneurs à hauteur de $50 000 américains chacune. On va terminer ce journal par cette note sur le football congolais qui entre dans une zone de transition. Lili Chimpompo prend les commandes de la FECOFA pour un intérim de 35 jours. Peu de temps, mais une lourde responsabilité. Assurer la continuité, superviser les compétitions, accompagner les léopards et surtout préparer des élections crédibles. Dans ce laps de temps réduit, chaque décision comptera car ici, il ne s'agit pas seulement de gérer, mais aussi de restaurer la confiance. Fin de cette édition du journal. Retrouvez Christophe Isaac Piana demain à 13h30 et moi à 19h30 pour la grande édition. Je vous retrouve demain avec le même plaisir.